peut-être qu'il faut qu'on commence l'épisode. Oui, vas-y, parce qu'on va parler de tout. Avec moi, je suis terrible en plus. Ton épisode, il va durer 2 heures, je te jure. C'est clair. En plus, j'ai décidé que je le montais pas celui-là. Comme ça, je te fous un peu de pression, je te le dis à l'avance. T'inquiète. Ok, cool. Je ferai pas de... T'es prêt ? Ouais. 3, 2, 1. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir le comédien et humoriste Thomas Desseur, qui s'est fait connaître pour son humour noir et absurde et ses vidéos en collaboration avec Amixem. Avec Thomas, nous nous sommes rencontrés au tout début de nos aventures vers 2018, quelque chose comme ça, lorsqu'il co-animait le podcast Parlons Péloche. Force est de constater que de tournées internationales à guichet fermé et en millions de vues plus tard, Thomas est parti sur l'autoroute du succès en Ferrari SF90. J'ai googlé. Pendant que moi, je roule en trottinette électrique sans casque. Arrête. Mais t'inquiète pas, Thomas. Arrête. Je prends mon temps, mais j'arrive, je te rejoins. Est-ce que tu peux commencer à commander le temps que je gare ma trotte? Je te vois dans le rétro, là. Ouais, voilà, c'est ça, les cheveux au vent. Ouais. Ensemble, on va parler, et je trouve que le sujet est hyper intéressant, d'un moment clé où tu t'es dit, ça y est, ma carrière va décoller, c'est le moment, c'est mon moment. Et ça s'est pas du tout passé comme tu l'imaginais. Exactement. On est en quelle année? Alors attends, je vais avoir du mal à te le dire, mais je crois que c'était il y a 7 ans, un truc comme ça. Ouais. Ça doit faire à peu près 7 ans que je fais du stand-up, un truc comme ça, et c'est le moment où j'ai vraiment démarré le stand-up. Ok. Où j'arrive et c'est-à-dire que j'ai quitté mon boulot pour, tu sais, t'es un peu inconscient au début, en fait, je résume souvent ça comme ça, hein, quand tu démarres le stand-up et tout, tu dois presque croire que le stand-up a besoin de toi et que t'es le meilleur et que tout le monde va t'arracher. Ouais. Et c'est débile de croire ça, mais je pense que c'est un bon leitmotiv de se dire, je suis trop bon, ça va être fou. Oui, et puis sinon, de toute façon, t'y vas pas, en fait. Tant mieux d'être un peu naïf. Vaut mieux pas trop démarrer le stand-up avec des excuses, je trouve. Vaut mieux démarrer un peu con, et les excuses, elles vont vraiment arriver plus tard. Parce que Rassurez-vous. Ah ouais, non, mais la remise en cause, elle arrive vite, quoi. Enfin, il suffit d'un bide ou d'un concours que tu rates et tout. D'ailleurs, la première fois que tu m'as vu en vrai, la seule fois d'ailleurs, c'était dans une salle de spectacle, je me souviens, à l'Alhambra. Ouais, j'ai écrit cette intro avant que t'arrives et apparemment on s'est jamais rencontrés en vrai. Donc Mais j'ai du mal à comprendre. Que ce soir-là, on n'a pas pu se croiser parce que moi j'étais dans un délire, mais on s'était dit qu'on se parlerait après ce truc-là. C'était à l'Alhambra, c'était une finale d'un concours national d'humoriste. Et c'est marrant que tu parles d'humour noir parce que ça me caractérise quasiment plus. Ah. Et à l'époque, ça me caractérisait beaucoup. Moi, c'était Attends, non, ma phrase partait dans quelque chose. C'était ce souvenir que j'avais, t'allais dire? Non, c'était ce dont je me rappelais, mais c'est bien, français. C'est cool. Même mieux que ça. C'est français trop soutenu, cool. C'est magnifique. Non, tu m'avais vu à l'époque, c'était une finale d'un concours d'humoriste que je n'ai pas gagné. Et je faisais de l'humour noir à ce moment-là. Ouais, c'était mon souvenir en tout cas. Et c'était encore le début, hein. Ça faisait 10 mois, je crois que je faisais du stand-up. Mais dans ces cas-là, on se cherche, on va dans quelque chose en se disant aussi que c'est ce qui va plaire aux gens. Et puis petit à petit, c'est nécessaire pour se trouver de tester des trucs. Ouais, puis enfin, je te jure, ça serait presque l'objet d'un autre podcast sur qu'est-ce qui fait que tu dis des trucs. Mais à un moment donné, moi, je pense que je disais des horreurs sur scène que j'essayais de dire le mieux possible, et j'en ai déduit après que c'était lié à des trucs que j'avais peut-être vécu, que j'avais un peu enfoui. Putain, mais c'est un autre truc. C'est dingue. Et du coup, j'aimais pas nécessairement le public que ça me ramenait. Et du coup, j'ai commencé à aller vachement plus vers l'absurde. Et là, j'adore le public que je ramène. Si tu veux, là, je me reconnais dans le public que je ramène. Alors qu'il y en a. Et puis il y a un truc que j'ai un peu conscientisé au bout d'un moment, c'est si tu vas faire de l'absurde, du gentil, etc., et que là tu lâches une grosse dinguerie d'humour noir, ça fait mouche mais tellement fort. Alors que si t'es sur une constante humour noir, soit t'es Jérémy Ferrari et t'es un ouf, et tu le fais trop bien. Puis en plus c'est de l'humour noir et de l'humour conscient lui, donc c'est encore autre chose. Soit c'est pas ton truc. Enfin, moi je pense que c'était marrant, hein, je regrette pas ce que je faisais, mais c'est pas. Je me reconnais beaucoup plus dans ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Et puis je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur ce que ça dit de soi. Moi, les moments où j'ai mon humour le plus cynique et noir, c'est souvent les moments où je vais le moins bien. Où je masque de la tristesse par du cynisme. Et c'est vrai que j'adore une fois de temps en temps, mais de travailler sur cette corde-là toute la journée, c'est pas nécessairement évident. Non, puis une fois que tu lâches la scène, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. En fait, c'est rigolo parce que enfin, tu regardes, on dévie de fou, mais l'humour, c'est un peu flirter avec la frontière, sachant que les frontières, elles évoluent
au fil et très rapidement en ce moment. En ce moment très rapidement. Il y a moi-même des blagues. Tu parlais de mon podcast de cinéma que j'adorais. J'étais avec mes copains et tout. Il y a des blagues que j'ai fait dans ce podcast où je pense qu'aujourd'hui je me dis bon, ça passe plus trop, tu vois. Ouais. Alors que c'était un truc d'il y a 5-6 ans, donc c'est pas si vieux. Ouais, mais tu sais quoi, c'était 2018. Ouais, remarque, il y a MeToo qui est passé, mais MeToo, ça a été les prémices d'une nouvelle époque aussi, ouais. Vraiment. Moi, je fais plus de blagues sur le fait de draguer, etc. Ça, je fais plus du tout. Alors que ça me faisait marrer. Moi, je fais école Franck Dubosc, je trouvais ça trop marrant. Franck Dubosc qui fait le loser dragueur, tu vois. Et c'est un truc où je fais plus trop maintenant. Enfin, alors si je dis ça, j'en ai un peu dans mon spectacle, en vrai, où je parle de ma situation amoureuse et tout. Mais il y a un espèce de, c'est des vrais sujets sur lesquels faut juste peser ses mots, hein. Après, tu peux continuer à être marrant, hein. C'est ça, c'est un défi, hein. C'est trop bien. Mais voilà, je digresse complètement parce que je te parlais du début. Ah non, pas du tout. Et puis, je vais te relancer dessus, t'inquiète pas. Moi, je perds jamais le fil. Tu sais, j'ai ce côté un peu HD où je suis capable de retrouver mon chemin, mais pas ma phrase manifestement. Elle était perdue quelque part. Ne me faites pas confiance, en fait. Mais c'est énorme, tu t'es jeté des fleurs et puis j'ai vu ton regard partir très très loin. Est-ce que je suis sûre de ce que je dis? Je me suis dissociée, mon âme est sortie de mon corps. J'ai volé, c'était une belle expérience. Tout ça pour dire que c'est hyper intéressant cette question de l'humour et que non, au contraire, moi ça m'intéresse. J'ai l'impression qu'en tout cas, moi quand je rigole de moi-même, au moins je me sens safe. Ouais. Tu vois, il y a un truc que j'aime pas vraiment, c'est les gens qui se moquent des autres. Ouais. Ça peut être drôle, mais je trouve que ça a souvent ses limites, alors que à partir du moment où on se fout de sa propre gueule, mais personne ne peut rien dire, tu vois. Ouais, ou alors... Free speech. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et sur scène, il y a une autre astuce que beaucoup de gens ont développée, que je fais aussi, c'est que t'inventes un personnage fictif et tu le déglingues. Ah ouais. Mais en fait, il n'existe pas, ce gars. Ouais. Alors que si tu prends, je sais pas, je pense il y a beaucoup à l'époque, des gars comme Guillon et tout, ils faisaient des gars sur des politiques et les déglinguaient. Ou si tu déglingues un gars qui est en face de toi dans le public, ça peut être plus touchy. Mais moi, je rentrerai chez moi en larmes après avoir déglingué ça dépend. Il y en a qui adorent, je te promets. Mais c'est en plus devenu tellement une nouvelle mode. Tu sais, avec Redon Bougueraba et tout ce qu'il a créé, c'est une nouvelle mode de vouloir te faire déglinguer. Mais moi, du coup, j'invente un gars fictif. Ouais, de ouf. Moi, j'en ai 2-3 dans mon spectacle qui n'existent pas, que j'ai jamais rencontré, mais qui cristallise des trucs, des aspects humains et que du coup je déglingue, quoi. Et tu crées un gars, genre je sais que Gad Elmaleh il aime bien créer en ce moment des fous. À chaque fois qu'il fait un spectacle, il crée un fou, il dit ouais, j'ai rencontré un gars et il raconte des folies de ce gars-là. Et en fait, il a évidemment jamais rencontré ce gars, mais je pense qu'il met bout à bout des trucs qu'il a vécu avec des gars un petit peu chez père, quoi. Bien sûr, on est obligé de toute façon pour se sentir concerné de visualiser en disant ça me fait penser à telle personne, tel collègue, etc. Donc on rembobine. Ouais. T'as vu comme je fais bien. T'es trop forte. HD. Ça c'est TikTok. J'ai plein de nouveaux langages grâce à TikTok. Okay, je vois. Donc on est à peu près autour de 7 ans en arrière. Toi, tu viens tout juste de démarrer. Bah en gros c'est ça. Moi si tu veux j'avais un métier hyper classique parce que j'étais chef de produit dans les objets connectés, je faisais ça, mais je commençais à faire beaucoup d'improvisation, à gagner ma vie avec ça, et du podcast, et je gagnais ma vie avec ça. Et vraiment j'étais un peu malheureux en entreprise et je me dis régulièrement un truc un peu atroce, mais je me dis si t'as des idées c'est cool, mais le jour où tu meurs avec tes idées si tu les as pas réalisées, quoi, tu vois. Et je pense toi comme moi on a ce truc là, on a beaucoup de projets et du coup on part un peu dans tous les sens, mais des fois moi, je sais que ça fait genre 3-4 ans que je suis sur un scénario de BD et je le mets pas sur papier et je me dis mais je vais crever avec et il faut que je profite en plus que des gens potentiellement pourraient l'acheter, le lire et tout, le découvrir. Du coup, à ce moment-là, je suis dans une espèce de truc où je travaille tout le temps parce que dès que je prends un jour de congé, c'est pour faire du spectacle d'impro, etc. Et voilà. Waouh. Donc je me dis vas-y, faut que j'arrête, et en plus je veux faire du stand-up, je le sais depuis toujours, je veux faire ça. Depuis petit, je dis à mes institutrices en CE2, je disais humoriste et tout. Ah ouais. C'est vraiment ma vocation. Moi, je passais mes étés à écouter Rire et Chanson. C'était un délire c'est ma vie, quoi. Oh, c'est joli d'avoir ce rêve depuis si longtemps. En plus, c'était pas aussi tendance à l'époque que maintenant. Non, c'est clair, il y en avait beaucoup moins. Ouais. Mais moi, du coup, les humoristes de l'époque, je te dis, franchement, j'ai aucune honte avec ce que j'aimais à l'époque, des Franck Dubosc, Elie Semoun, tout, ça me faisait juste rêver, quoi. De ouf. Et c'est des gars avec qui, des fois, je joue maintenant. Ça, c'est ouf, quoi. Là, cet été, j'ai joué avec Franck Dubosc. Ouais. J'ai même pas su trop comment lui expliquer à quel point c'était dingue pour moi, pour pas passer, enfin, parce que je pense qu'il a l'habitude des groupies, des trucs et tout, donc j'ai juste essayé avec des mots simples de dire, là, je réalise un truc aujourd'hui parce que si t'étais pas là, je serais pas là, donc, et là, t'es là et je suis là. Bon, bref.
Du coup, bref, donc je savais depuis toujours, donc j'arrête mon travail par plein de circonstances, et il s'avère que la semaine où j'arrête mon travail, je me fais appeler par un autre travail que tu vas connaître, l'entreprise Ocha, là, qui héberge des podcasts, et qui me propose un boulot chez eux, alors que j'avais prévu de tout arrêter pour être humoriste, et un boulot dans le podcast qui me passionne. Ocha, c'est une plateforme, c'est un diffuseur de podcasts qui est génial, que je recommande. Alors moi, je suis pas chez 1, 2, 3, 4, je ne suis pas chez eux, mais quand on débute, c'est d'une simplicité enfantine, c'est hyper ludique, voilà. En fait, à la création de cette plateforme d'hébergement de podcasts, j'étais product owner pendant 6 mois dans cette boîte, mais ça a été difficile parce qu'en fait, j'avais pris une autre décision et je me suis juste dit tiens, c'est fou, c'est dans un domaine que j'adore, le podcast. Mais à ce moment-là, du coup, j'ai quand même encore un boulot pendant 6 mois parce qu'après spoiler alerte, période d'essai invalidée ou des 6 mois. Meilleure chose de ma vie en vrai. Et du coup, j'en veux à personne, c'est cool. Mais à ce moment-là, je me lance quand même dans le stand-up alors que j'ai un boulot à côté. Et j'y vais et je commence à faire mes premières scènes. Et ça marche, ça fonctionne, tu vois. Mais et je gagne même hyper vite un concours dans ma région. Donc je me dis, c'est fou, ça fonctionne. Et très très vite, il y a un... En fait, je suis dans ce cadre-là, mais vraiment, je suis tout jeune, quoi. Dans l'humour, c'est vraiment le début. Et j'apprends qu'il y a un concours d'humoristes organisé par Vivendi à Lille. Et c'est le concept, on fait 1 minute 30, je crois, de blague. Ou 2 minutes, je sais plus. Je crois que c'est 1 minute 30 et vraiment, c'est court, quoi. Faire 1 minute 30 de blague pour installer un univers, mais c'est cata. Ouais, t'as raison, c'est hyper court. Ah, tu faut vraiment... Enfin... Si tu veux, moi, je raisonne toujours sous l'angle du concept et peut-être un peu trop. Même mon spectacle, c'est un concept. Mais tout, j'aime beaucoup, avant d'écrire les blagues, penser au concept. Je suis pas le seul, hein, on est plein d'humoristes comme ça, mais je pense que la meilleure méthode, c'est quand même d'abord ton propos, mais moi, je préfère raisonner au concept. Donc, sur un truc d'1 minute 30, ça a un petit peu de sens. Donc, c'est Vivendi, c'est Canal et tout. Donc, moi, je sais plus trop ce que je fais, mais j'explique que évidemment, je sais qu'on murmure mon nom pour faire les Césars et tout, pour les animer, etc. Donc, je fais un truc un peu hyper de mise en avant et tout. Et pendant 1 minute 30, je raconte ça et tout, et j'explique que toute mon idée de mise en scène, genre que j'ai regardé le jury de gauche à droite, alors que je sais que si j'ai regardé de droite à gauche, c'était fini pour moi l'aventure et tout, des trucs comme ça, un peu absurdes. Mais c'est très très drôle. Bah en tout cas, ça plaît visiblement. Mais je le fais donc à un jury. On est à peu près 150 candidats. Faut dire qu'il y a tous les humoristes de Lille. Waouh. Parce que tout le monde a su qu'il y avait ça, et on veut tous être repérés par Canal quand on est humoriste. Bien sûr. Il y a tout le monde, mais sauf que tous les humoristes de Lille ont beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, je suis le petit nouveau qui vient d'arriver. Donc on est voilà, il y a même des humoristes de Paris qui viennent parce qu'ils se disent Vivendi, ils font dans 3-4 villes, ils se disent c'est mieux de venir à Lille qu'à Paris. Spoiler alert, il y a même Paul Mirabel dans la liste parce qu'il me l'a dit par après. Donc c'est un peu fou quoi, il y a ce gars-là qui n'est pas encore le Paul d'aujourd'hui mais qui démarre. Et je fais ma minute 30 devant un jury de 5 femmes, je me souviens, dont la chef que tu connais probablement, qui est Christelle Graillot. Arrête de me foutre des coups de presse comme ça en mode que tu connais et je connais jamais personne. Ça te parle pas ? Que je crois que Monsieur Poulpe m'avait mentionné son nom. C'est elle qui crée de nouveaux concepts d'émissions, c'est ça ? J'ai trop du mal à savoir parce qu'en fait, si tu veux, elle est plus chez Canal aujourd'hui. Ça va d'ailleurs avoir une incidence dans mon histoire, mais c'est quelqu'un qui a révélé quand même beaucoup de gens. Ça doit être elle. Et par exemple, tu l'aurais ici. Je pense que tu feras un podcast de fou parce que c'est quelqu'un et elle aura son importance dans mon histoire. Je vais me le noter de la contacter. Mais tu sais, c'est comme un peu les musiques en mode tu connais forcément et on te met le début de la musique et toi, mais tu tapes pas du pied. Tu n'as jamais entendu ça. Mais tu sais, je connais ça un peu vite fait de loin, ton réseau et tout. Je me suis dit que t'aurais pu la rencontrer, mais si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, elle est agent d'artiste. C'est même pas ce qu'elle fait. Elle est plus chez Canal. Okay. Donc, mais par contre, tu peux la contacter sur Insta. Je sais qu'elle a un Insta et tout. Mais c'est une dame. Bonjour Christelle. Si vous nous écoutez, vous êtes la bienvenue. Je vous vois, hein, parce que. Ah oui, par contre, mais en fait, c'est quelqu'un qui a pesé fort. C'est-à-dire, toutes les Miss Météo, je crois que c'est elle. Ouais, c'est ça, c'est Monsieur Poulpe, énormément de gens de la génération Canal des années 2000, je pense que c'est elle. Parce qu'elle était, je sais pas trop te dire quoi, chef artistique de Canal, elle repérait les talents, quoi. Elle était badass, boss. Ouais. Et en plus, franchement, je suis désolé de le dire, mais c'est une époque où c'était une femme qui fait ça et qui est là et qui est je pense pas que chez Canal à cette époque-là, dans les postes de direction comme ça, il y avait beaucoup de femmes. Et du coup, c'est de dire la particularité de son profil quand même pour cette époque, quoi.
Donc je suis devant ce jury donc avec cinq femmes et il y a Christelle Graillot au milieu, on sent que c'est plutôt la chef. Et je fais mon pitch d'1 minute 30 et vraiment je ne déclenche aucun rire en face, aucune émotion, mais moi je me perds pas, j'y vais, je fais mon truc. Et je savais que donc sur les 150, ils en revoyaient 3 le soir même. Ok. Et elle me dit bon très bien Thomas, vous repassez ce soir à 18h. Waouh, poker face. Je me dis bon, ils ont dû pu en garder 3 parce que je suis pas sûr d'avoir fait la presta de l'année et ils me disent de revenir le soir. Donc je me dis c'est pas possible. Donc je te dis je bossais chez Ocha à ce moment-là, donc je retourne travailler, c'était sur ma pause midi que j'avais fait l'entretien. Donc je reprends la voiture pour aller à mon travail qui était à peu près à 20 minutes, je vais et elle me dit juste retravaille ça pour ce soir parce que ce sera un autre jury. Et ne mentionne pas j'avais parlé du patron de Canal à l'époque. C'était qui déjà? Je sais plus, mais j'avais fait une blague sur lui et elle dit par contre ça, moi ça me fait pas marrer, je le croise tous les jours, donc ça m'intéresse pas. Et Christelle Graillot, elle parle comme ça, y a aucun sourcillement dans sa voix et tu dis oui madame, tu te tais, tu regardes tes chaussures et tu rentres quoi. Et donc, en plus tu te dis qu'elle te dit ça pour t'aider aussi, tu vois, pour tirer ton spectacle vers le haut. Bah je me dis clairement sur ma minute 30, si je refais la blague de truc, elle va re-être là sûrement ce soir et elle va se dire bon bah le gars n'écoute rien déjà donc c'est mort tu vois. Donc je fais mon après-midi de travail en totale angoisse parce que je sais que je repasse à 18h après, je peux pas trop en parler à mes collègues parce que va faire comprendre ça. Va faire comprendre ce que je vis, je fais un truc Vivendi nanani. Bon, j'y retourne le soir à 18h comme convenu et effectivement on n'est plus que 3. Wow. Donc je me dis sur les 150 on n'est plus que 3 et donc j'ai déjà des humoristes de Lille qui me contactent en me disant je me suis fait éclater, je me suis fait déglinguer. Salaud. Et dit comment t'as fait parce que moi je me suis fait, il y en a un je me souviens justement qui faisait beaucoup de blagues un peu disons sur un peu macho. Il s'est fait déglinguer par le jury, des trucs comme ça. Donc il y a visiblement des sujets qui passent pas, sachant que moi, pour faire ma minute 30, j'ai hésité avec 17 sujets forcément. Enfin, 1 minute 30, c'est un enfer de sélectionner ce que tu vas faire. C'est-à-dire que si je dis un truc complètement au pif, mais peut-être si j'avais parlé du petit Grégory, je me serais fait déglinguer parce que tout le monde en a parlé ce jour même ou quoi. Des fois, t'as le coup de bol, t'as parlé du bon truc quoi. Donc j'arrive le soir et on est 3, un petit jeune je me souviens qui démarrait aussi et qui visiblement a tapé dans l'œil du jury, un gars que je connaissais qui est un gars qui faisait un peu dans l'univers urbain rap, qui faisait des infos rappées un peu, je sais pas si ça te parle, un gars qui était sur W9 et tout, donc déjà un mec de télé un peu. Donc on est 3, on repasse et en fait le jury a changé et là je suis que devant des figures de Canal+. Il y a quand même Christelle Graillot au milieu. Donc 2 têtes, il y a y a Paul de Saint-Cernin, les cheveux courts. Oh, c'est incroyable. T'imagines Paul à l'époque, il était déjà là, mes cheveux courts, rien à voir, je savais même pas qui c'était. Et même je lui ai rappelé il y a pas longtemps, ça l'a fait trop rire parce qu'on se croise des fois avec Paul. Il fait putain, c'était toi, putain. Et là, on a un choc mental de ma boule parce que même moi, j'avais un peu omis. C'est juste en déménageant, j'ai retrouvé mon diplôme que j'avais eu. Parce que... Oh, tu t'es en train de nous faire un petit spoil là. Non, il y a la place 1, 2, 3, voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'était les JO de l'humour. Les JO de l'humour, et sur 150, on était les 3 derniers, donc médaille d'or, de bronze et argent. Il y avait Marie Portolano, je sais pas si tu vois, Marie Portolano. Il y avait Laurent Veil, et moi je suis un gros fan de cinéma, donc avoir Laurent Veil devant moi, c'était fou. Coup de bol, je parle des Césars en vrai, et il y a Laurent Veil. Et donc encore Christelle Graillot et un monsieur dont j'ai oublié le nom mais qui était humoriste mais plus à mon avis auteur et tout parce que voilà. Ouais, donc coup de presse un peu. Coup de pression un peu, mais moi je suis à un moment de ma vie où ça m'excite plus qu'autre chose parce que j'étais un peu foufou à l'époque et je suis en mode voilà. Donc je le refais devant tout ce beau monde et cette fois j'ai un peu des rires. Et ça se passe plutôt bien et je fais tous les conseils que Christelle Graillot m'a dit. Yes. Donc j'y vais comme ça et on ressort, délibération, on arrive, on revient. Annonce, j'ai gagné. C'est moi le gagnant. Je gagne ce truc. On me donne un diplôme, tout le monde le signe. Donc c'est pour ça, en retrouvant ce fameux diplôme, donc t'avais raison, j'ai spoilé, j'avais gagné. Je vois la signature de Paul de Saint-Cernin dessus et tout. C'est pour ça que ça m'a remémoré. C'est incroyable et c'est même émouvant parce que vous étiez tous les deux presque dans une ancienne vie, quoi. Parce que il y a tellement de choses qui se sont passées depuis. De fou. Pour lui comme pour toi. C'est émouvant en fait de se dire putain, on s'est croisés par le passé, on était personne l'un pour l'autre. Ouais. Et aujourd'hui, on est potes et il était humoriste stagiaire et moi j'étais débutant. Enfin, tu vois, on était tous. C'est fou. Je sais pas, je pense qu'il commençait à peine, Paul, à mon avis. Il faudrait que je lui redemande à quel était le moment de sa carrière. Mais oui, de toute façon, c'est pas comme aujourd'hui où tout le monde globalement voit qui est ce gars. C'est une star maintenant. Bah ouais. Et donc c'est fou. Donc je récupère mon diplôme
et la carte de visite donc de Christelle Graillot et de son assistante. Et c'est tout. Donc je me dis ok, j'ai gagné, mais mais c'était quoi le but? Je savais pas trop, mais du coup moi je suis là, j'ai gagné un truc, je me dis j'ai été repéré par Canal. Donc je sors c'était au Zénith de Lille que ça se passait, dans une petite salle du Zénith de Lille. C'est dans un bureau quoi. Mais tu devais être ivre de joie sur le coup, enfin genre en mode comme un dingue. Je me dis oui. Ma carrière est lancée quoi. Je me dis c'est bon, c'est réglé. C'est une énorme erreur et on fera pas mal d'alertes parce qu'il y a des humoristes qui nous écoutent aujourd'hui, des humoristes débutants, etc. Et pas que d'ailleurs. Et pas que, même moi n'importe quel artiste, même musicaux et tout. Et même en sortant d'un entretien d'embauche, on peut avoir été excellent, puis quelqu'un qui a été encore mieux que soi, et ça veut pas dire qu'on a été mauvais pour autant quoi. Donc ça s'accorde à tellement de choses. Faut vraiment jamais dire qu'on a réussi, et je t'avoue que tu vois, je te dis moi en ce moment ça se passe trop bien, j'ai fait ma tournée, elle est quasi finie, il y a eu des énormes salles et tout, mais je me dis vraiment pas, je pense toujours travail quoi, que si je me repose sur mes lauriers c'est mort en fait, parce que tu peux tenir un peu si t'as vraiment convaincu beaucoup de gens. Je pense qu'avant qu'on se dise que Franck Dubosc est pas marrant, il va falloir un siècle, parce que lui il a tellement fait. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de parler de Franck Dubosc, mais je pourrais dire d'autres gars, tu vois. Mais il est tellement drôle, on l'adore. Ouais. C'est au bout t'as convaincu les gens, mais en fait au bout d'un moment si tu fais 10 mauvais films, 10 mauvais spectacles, on va commencer à avoir des doutes sur toi, mais parce que lui il a 1 million d'avance, mais un mec comme moi ou le moi de l'époque encore moins. En fait, percer, faut se dire en fait ça n'existe pas de percer. Et... En fait, c'est ça ton souci sur le coup, c'est que moi, je pense qu'au contraire, tu as le droit de te féliciter et tu as gagné quelque chose. Tu vois, c'est pas rien. Genre, vous étiez 150. Toi, t'étais débutante, t'es face à des pontes du métier. Tu peux être, mais tellement fier de toi. En revanche, le twist, c'est qu'on est tellement content, tellement fier qu'on est déjà en train de projeter la suite. Et c'est ça qui va se passer. C'est que toi, tu te dis, et quoi maintenant? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Déjà, j'appelle mon père. Mes parents pour leur dire j'ai gagné ce truc là, et mon père me répond Thomas, je suis pas content, t'as pas fait ton contrôle technique. Quoi? C'est une vanne? Non, c'est vrai. Attends, mais ton père il est humoriste aussi. mais le pire c'est que si ça avait été une vanne, ça aurait été une bonne vanne, mais mes parents ils sont hyper à l'écoute de ce qui m'arrive à carrière et tout, ils sont hyper au fait, y a pas de problème, et ce jour-là mon père il était bloqué sur le contrôle, et du coup je l'engueule, je fais mais t'es fou toi, je viens de gagner le concours Vivendi. En fait il réalise pas, parce qu'en fait d'ailleurs il avait peut-être raison, parce qu'il y avait rien à réaliser, tu verras la suite, mais il réalise pas, et il me fait ça, mais c'est trop marrant quoi, je trouve que je me dis ça, je lui en reparle encore des fois maintenant, mais il était dans son truc mais c'est vrai que j'avais pas fait mon contrôle technique alors qu'on était proche de Mamie est morte. T'as changé l'eau. Ouais, c'est ça, exactement. T'as sorti les poubelles. Et donc c'est ça, donc j'appelle et tout, et en fait je me dis vite, je suis comme un dingue, je suis trop heureux, et au bout de quelques jours je redescends en me disant attends, il va se passer quoi maintenant, et je me souviens de la carte de visite que j'ai de l'assistante de Christelle Graillot, et du coup j'envoie un mail à Canal en disant alors est-ce qu'il y a une suite, etc. Et là je reçois une réponse. Elle s'appelait Ludivine, je ne m'en souviens maintenant. Je reçois une réponse et elle me dit oui. En fait, ce qu'on te propose, c'est de venir dans nos locaux et on va te demander d'écrire une chronique cinéma. Ok. Parce qu'on a pensé à toi pour un truc, et en fait, j'en déduis. J'aurais jamais la réponse à ça, que c'est qu'ils voulaient mettre des nouvelles têtes dans Le Cercle, l'émission de cinéma. Ok. Et en plus, ça fait tellement sens pour toi parce que t'as un podcast de cinéma. Tes vannes, tu les as faites sur les Césars. T'es en mode po. Ouais, en mode c'est fou. Le tapis rouge. Ça va être dingue, tu vois. Je me dis ça va être dingue. La même semaine, je reçois un mail de La France a un incroyable talent qui me propose de passer chez eux, et je leur réponds non. Niquer les frères en fait, parce que moi je suis dans le cercle. En fait je leur réponds non parce que je me dis non, mais si je peux pas être, on n'a pas le droit d'être sur plusieurs chaînes, donc non, j'ai potentiellement Canal, tu vois. Mais je suis jeune et tout, dans le métier, je sais pas trop. Puis je me focus Canal. On est d'accord que ça on fait plus. Ce genre de choses où t'as rien signé et t'es déjà en train de dire J'ai l'impression que les gens ils sont plus libres maintenant, mais c'est parce que je pense que le droit du travail il a progressé, mais non, mais là moi je suis en train de t'engueuler en mode ça, on est d'accord qu'on ne le fait plus. Tu sais, c'est comme les mecs. Moi j'avais vraiment un truc où de dire non, tu veux dire? J'avais eu un date avec un mec qui me plaisait bien, j'étais là non, désolé parce que j'apprends à connaître quelqu'un. Mais en fait, je me suis rendu compte que la personne en face vraiment ne lui posait aucun souci. Donc ça, pareil, je fais plus. Gaffe. Après, moi, j'ai en influence des fois. Si je fais une marque de vêtements, je peux pas 2 jours après en faire une autre. Parce que t'as signé
quelque chose avec la première marque. Oui, là, oui, en fait, il y avait rien. Là, il y avait rien. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, j'avais pas. Pour le coup, j'étais peut-être un peu mûr à ce moment-là en me disant la France a un incroyable talent alors que j'ai même pas de spectacle. C'est un peu débile, tu vois, parce que même si je fais un truc de fou, bah après je vais devoir écrire mon spectacle à la va-vite. Ouais, pas de regret du coup. Non, pas de regret. Et donc le cercle, enfin. Je crois. Le rond. Ouais, parce qu'on sait pas encore. Ouais. Et moi, je suis un peu débile à ce moment-là en me disant, moi, ce que je veux, c'est réussir dans l'humour. Donc, je leur donnerai pas un truc premier degré parce qu'en fait, je me dis, ils vont être trop ouf de voir un mec qui parle de cinéma, qui fait des blagues parce que c'était un peu la force de mon podcast de cinéma et je me dis, vas-y, go, j'écris un truc. Et je me dis, ils vont adorer que j'écrive vite. Donc, j'écris super vite un truc. Je l'envoie. Je reçois un petit peu plus tard un mec qui dit non, c'est pas l'essence de ce qu'on veut. Est-ce que tu peux plutôt mettre pas d'humour? Ah ouais? Donc je fais ok. Je réécris un truc dans l'heure parce que je me dis ils vont être trop contents. Ça c'est énorme erreur. Je crois qu'ils vont être trop contents de voir que j'écris vite et en fait ils en ont rien eu à faire dans mon truc. Donc j'écris un truc cette fois très personnel sur. Je me souviens un film qui s'appelle. Oh bah super, je sais plus. Attends, c'est un film avec. Ça t'a marqué en tout cas. Ah ouais, c'était un film que j'avais adoré avec Manu Payet. Ça t'a bouleversé. C'était un film sur l'amour. Moi, j'aime trop les histoires d'amour au cinéma, surtout quand elles sont tristes et tout. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît, mais bref. J'écris un truc et je le ramène à moi. J'écris un truc très personnel. Et à ce moment-là, je me pose pas trop la question du cercle. Je te dis, j'en ai déduit ça, mais peut-être pas tout de suite. Donc en fait, je suis un peu à côté de la plaque en écrivant un truc très personnel parce que le but du cercle, c'est juste au moins de partager, de donner tes comparaisons avec des refs et tout ce que j'aurais pu trop faire à l'époque parce que j'avais déjà une à peu près bonne culture cinéma pour le faire, même s'il y a vraiment meilleur que moi. Mais oui, bien sûr, mais t'avais ta place, quoi. Je m'étais dit, vas-y, je peux peut-être être frais et tout, et je l'ai pas fait. J'ai été con. J'ai voulu refaire un truc très personnifié en me disant, vas-y, recherche un profil de personne, et pas du tout. Et elle me répond, non, bah, en fait, elle m'appelle, elle dit, ça va pas le faire, en fait, c'est trop personnel ce que t'as fait. Et, je dis, mais je peux en réécrire une troisième. Il dit, non, mais t'inquiète, on a la même chose. Je me souviens qu'elle me dit ça, donc l'assistante de Christelle Graillot au téléphone. Elle me dit, on a la même chose avec un cuisinier qui va faire des chroniques pour nous, et en fait on n'a jamais trouvé le bon ton, donc on l'a pas pris finalement. Mais toi, ce que je te propose, c'est que plutôt venir passer un casting chez nous de chroniqueur, tu vas venir passer un casting de comédien chez nous. Donc je suis quand même allé chez Canal passer un casting de comédien. J'ai su plus tard que Paul Mirabel, qui était du coup là aussi au truc, on lui avait fait faire ça aussi. Donc je sais qu'il l'a fait aussi à peu près sur les mêmes jours que moi. Et vous ressemblez tellement, en plus la concurrence était bah, à ce moment-là? Ah non, c'est ironique. Pardon, je l'ai pas saisi. J'ai fait une grisonnie, comme on appelle dans le milieu. Je sais que ça t'arrive, toi, de pas piger les vannes des fois. De ouf! Je sais, j'écoute des fois. Je connais la personne, mais... Oh mon Dieu! Je t'ai taillé alors que c'est moi qui ai fait le... Ah ouais, c'est clair. Désolé pour ça. Mais du coup, donc on a reparlé avec Paul des années après qu'on avait passé le même truc, et c'était trop bizarre. Donc je suis allé chez Canal, j'ai passé le truc, et je pense vraiment, il y a une cassette chez Canal. Je dis cassette. C'était déjà numérique, mais il y a un extrait de moi qui fait ce truc-là chez Canal où vraiment je pense que je suis nul à chier parce que j'ai voulu faire le mec bien élevé, et c'est vraiment la dernière des choses à faire quand il faut qu'on te remarque. Et je me souviens qu'on m'a demandé d'imiter Fabrice Lucchini à la fin du truc. Tu sais, c'était trop bizarre, et c'était à nouveau orchestré par Christelle. Et donc j'ai fait un truc devant eux, et je pense que l'assistante de Christelle m'avait un peu à la bonne et tout, mais quand elle m'a dit au revoir, tu sais, ça ressemblait à ces au revoir sur un quai de gare où tu la reverras jamais, tu vois. Au revoir. Ouais. Au revoir avec des yeux un peu au revoir. Et parce que je l'ai relancé plus tard dans le futur et tout, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire liée à Canal, elle s'arrête là. Parce que j'ai pas les circonstances, mais Christelle a été, je crois, virée ou était plus chez Canal, vraiment, allez, 1 mois après. Il y a un truc qui me perturbe dans ton histoire, c'est que ta première chronique que tu fais sur le ton de l'humour, ça me semble une évidence puisque tu viens littéralement de gagner un concours plus d'humour, humoriste. Ouais. Donc c'est très étonnant qu'on prenne quelqu'un qui est bon dans une catégorie et qu'on fasse non, on va enlever toute ton essence, tout ce qui fait que tu es toi, pour te mettre dans une autre case. Pourquoi ne pas prendre un journaliste, tu vois? Je trouve que c'est bizarre. Et le second truc, et peut-être que ça se passe toujours comme ça, j'en ai aucune idée, j'en ai jamais fait. Mais waouh, t'avais 0 indication, tu vois. J'avais rien, Tenter des trucs, ça me semble logique, en fait. Ouais.
J'ai une de tes réponses, parce que là, c'est en parlant, quand tu m'as expliqué ça, je me suis rappelé d'un truc qu'elle m'a dit au téléphone, donc Ludivine, du coup, elle m'avait dit, on n'a pas besoin d'humoristes en ce moment, en fait. En gros, on en a assez. En fait, on en a trop sur Canal. On sait déjà pas où les mettre, en fait. C'est donc, trop bizarre. Et qui sont plus expérimentés que toi. Je me souviens qu'il y avait un truc comme ça. Donc, du coup, en fait, je pense que c'était flou, le truc Vivendi, parce que là-bas, c'était aller repérer des profils. Et en gros, au cas où, quoi. Et mais je tu pense te rends compte l'énergie qu'ils mettaient là-dedans? Ils se déplaçaient, ils changeaient de ville, ils étaient là une journée entière à voir une fois 150 personnes. Enfin, tu te rends compte? Ouais, mais je sais qu'il y avait un gala Canal le soir et que je pense pour eux, justement, c'est pas si cher de peut-être repérer la pépite. Okay. Et peut-être que j'ai été repéré, mais pas suffisamment. Et puis je te dis, après, Christelle a perdu son emploi chez Canal, je sais pas pourquoi, mais très peu de temps après. Donc en fait, la personne qui m'avait repéré était plus là. Donc en fait, j'ai disparu en fait, tu vois. Et donc le soufflet retombe. Toi qui t'étais déjà imaginé co-animer les Césars avec Florence Foresti en faisant Florence. C'est un goal pour moi, vraiment. Bah de ouf. C'est un goal de fou. Qu'elle est drôle. Et en fait voilà, ça s'arrête là, mais pas tant. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouh, il y a un twist. Il y a un twist. Est-ce qu'il y aurait pas un cliffhanger même? Pas à ce point-là. Ok. Pas à ce point-là, non. C'est bien de prendre des mots américains pour relancer ce truc-là, mais mettre un peu de cinéma dans cet épisode. C'est super, mais ces mots-là, on va pas les déranger pour ce que je vais te raconter. J'entends. Sache-le, quoi. Sois pas déçu. Non, en fait, déjà, faut se dire qu'à Lille, à ce moment-là, tout le monde me dit, bah alors, ça a rien donné avec Canal? Ouais. Tout le monde. Parce que tout le monde sait que j'ai gagné ce truc-là, parce que ça allait très vite, et il faut se dire que la scène d'humour lilloise, à l'époque, elle est surtout focus sur une salle. Ça a beaucoup changé depuis. Il y a plein de cafés-théâtres et plein de bars où on peut jouer, mais à ce moment-là, c'est beaucoup une salle, la salle dans laquelle moi je jouais. Donc ça, tout le monde me pose tout le temps la question. Par contre, ce qui se passe, c'est que 2 jours après, moi, je suis programmé sur un plateau d'humoristes. Toi, t'es à l'aise avec ce concept. C'est 6-7 humoristes qui font 10 minutes. Je le dis pour les auditeurs qui connaîtraient pas le concept, mais en fait, on fait 10 minutes. Souvent, c'est soit du test, soit de la promo, soit juste de l'entretien, en fait, de l'entretien vas-y, un humoriste qui joue et un humoriste qui n'est pas mort. Donc, en fait, on va jouer dès qu'on peut. Et je joue 2 jours après, et déjà la patronne de la salle à Lille, qui s'appelle le Spotlight, elle me place en dernier humoriste. Et en fait, c'est un peu une faveur en plateau. Commencer en plateau, c'est chiant. C'est aussi super parce que si t'es marrant en premier, c'est vraiment marrant ce que tu fais. Ouais, mais t'es là pour chauffer les gens, chauffer la salle. T'as intérêt à voilà. Puis moi à l'époque, je suis un personnage un peu tranchant. Un peu lent et tout, et du coup c'est génial, mais du coup on déroule le tapis rouge de vas-y, tu passes en dernier, alors que je suis personne. T'es notre star, parce que j'ai gagné Vivendi alors que ça fait que 1 mois et demi que je fais de l'humour. Et j'y vais ce soir-là, je fais mon truc, ça rigole, mais comme jaja. Et au moment où il y a une déprésentation de tous les humoristes, il y a une partie de la salle qui fait Thomas. Waouh. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Ouais. Des fois, je crois au signe et tout. Je sors du truc, et la patronne du Spotlight, elle me dit t'étais venu avec tes amis ce soir et tout? Et je fais non, je suis venu avec personne ce soir. Et elle voit effectivement que je suis avec personne. Elle fait putain, mais c'est fou en fait, c'est fou quoi. Et du coup, à partir de là, je suis considéré par une personne importante dans l'humour lillois. Donc je me retrouve à être souvent placé en fin de plateau. Dès que je demande une date, c'est ok. Et très vite, elle m'appelle, elle me dit Thomas, faut que tu fasses ton spectacle, faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ce que c'est pas un si bon conseil que ça, parce que vaut mieux rôder, prendre son temps. Mais moi, bon, l'histoire de entre guillemets, ce qui m'arrive artistiquement, c'est toujours ça, d'être pressé de tous les côtés et finalement sortir des trucs un peu sur l'urgence, mais soit, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut. Moi, je trouve que c'est pas déconnant. Je fais une petite aparté, mais c'est comme ça aussi qu'on lance des trucs sans trop le conscientiser. Ouais. C'est pas déconnant non plus. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est en tout cas c'est un voilà. Et puis la naïveté, ça vraiment encore une fois, c'est ça qui fait que tu te lances. Genre, moi avec le podcast, j'ai quitté mon CDI, j'étais en mode mais je vais tellement être sponsorisée, tellement mon podcast il est charmé. Ouais, bon je me suis retrouvée à bosser dans une pâtisserie, tu vois. Oui, bien sûr. Ça a mis 1 an et demi, voilà, mais je l'aurais pas fait sinon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et on se trouve vite des excuses. De toute façon, je vais te le dire en une phrase, mais quand je me suis lancé c'était un mois de janvier, donc 2018 je crois. Je me suis lancé ce mois de janvier là. Il faut savoir que 6 ans avant, j'avais fait une scène, ma première, où j'avais menti à une organisation en disant que j'étais humoriste alors que c'était pas vrai. J'avais écrit un sketch en 4 jours, j'avais super bien marché, j'étais trop refait. Il y avait mon frère dans la salle qui m'a dit c'est bon Thomas, c'est parti. Et j'ai adoré faire rire, et juste après j'ai fait une chute de j'ai autant adoré que détesté, et j'ai mis 6 ans avant de remonter sur scène. Putain, c'est dingue. Donc t'imagines, donc en vrai si on calcule les années, ça fait
Ça fait 13 ans que je fais de l'humour en fait, mais non, parce que j'ai eu un gap de 6 ans où j'osais plus monter sur scène. Donc on procrastine très vite, tu vois. Donc effectivement, t'as raison, c'est aussi un truc bien. Donc cette personne-là, elle me dit d'écrire mon spectacle, etc. Je le fais, donc je suis en janvier, j'ai un spectacle en octobre. Pour un premier spectacle, ça n'a aucun sens, c'est trop rapide, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais les retentissements de Vivendi et tout font qu'en fait j'ai une crédibilité dès que je démarre l'humour à Lille, pas à Paris, mais à Lille, tu vois. Entre-temps, je gagne aussi des petits concours, des petits trucs. La preuve, là où tu m'avais vu, c'était un concours national. Et je suis gagnant de Lille à ce moment-là. Et c'est pour ça que je viens à l'Alhambra. Il y a des gagnants, je sais plus combien il y a de candidats, 23, 25, un truc comme ça, qui venaient de plein de régions de France et de Suisse et de Belgique. Donc concours que je gagne pas, qui est gagné par Paul Mirabel pour le coup, ce concours-là. Je me rappelle. C'est une phrase que j'ai créée dans le monde de l'humour, mais je vais m'auto-citer. Mais qui n'a pas perdu un concours face à Paul Mirabel n'est pas un bon humoriste. J'adore. En tout cas à ce moment-là, la classe. on était là, Paul était roulé au-dessus de nous de manière évidente quoi. Et c'est encore le cas d'ailleurs, je trouve. J'aime beaucoup Paul. J'ai vu son spectacle la semaine dernière et c'est un 12 sur 10. J'ai pas encore vu le tien, donc non mais t'inquiète, celui de Paul est mieux, je te jure. Moi je suis très content du mien, mais Paul pour moi c'est un miracle pour l'humour français. Et tu vois, encore une fois, ce type d'humour, moi c'est vraiment celui que j'adore parce que il est hilarant sans vouloir être trop dans quoi que ce soit. Je sais pas comment dire, mais non, ouais. Alors il aime conscientiser la blague, hein. J'ai déjà fait des cafés de 2 heures avec Paul où on parlait d'une blague pendant 2 heures. J'exagère, mais c'est quasi ça. Ah ouais. Paul, il est puissamment passionné par ce truc-là. C'est pour ça que je l'aime énormément. Au-delà, en fait, c'est trop drôle avec Paul. On a la chance de s'être connus avant, qu'on pète tous les deux. Il est pas pété à la même hauteur que moi, mais on peut considérer qu'on a pété tous les deux. Et ça fait que là maintenant on a une relation, on se voit, ça fait un moment là qu'on s'est plus parler, mais on se parle régulièrement, soit de foot, soit de blague, soit de la vie quoi. Et c'est un gars que j'estime beaucoup parce que franchement depuis Gad Elmaleh on n'avait pas trop une figure qui réunissait autant les Français autour de l'humour. Et je trouve que là c'est lui. J'ai pris trop de taxis après des scènes où on m'a dit tu fais quoi humoriste, et le taxi me disait moi j'ai repéré un gars, je sais plus son nom, Paul Mirabel. Ah oui voilà. Enfin, c'est dingue. Donc c'est un peu fou, rien que ça, je trouve ça beau en fait. Voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que... toi, tu faisais plein de concours à ce moment-là. Je faisais des concours, etc. À gagner. Donc ça m'a quand même permis de mettre ce pied à l'étrier. Et par contre, des années plus tard, j'ai voulu comprendre... En fait, pourquoi on m'avait fait gagner ce truc-là et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a un petit épilogue à mon histoire. Oh, j'adore. Ouais. Tu vois que t'es en termes de ciné un peu. Ouais, tu te foutais de mon cliffhanger. C'est vrai. Tu vas bien l'aimer, je pense en plus. Parce que donc je suis là et je mets quand même je sais plus combien d'années après ça, 3 ans je crois avant que ça commence à bien péter. Ce qui est assez court pour un humoriste, hein, mais encore une fois, je sais pas comment dire. Il y en a qui n'explosent jamais. Il y en a qui n'explosent jamais, ouais. Je pense qu'il faut quand même le petit facteur chance ou la bonne rencontre, parce que des gens qui ont du talent dans ce métier, mais franchement il y en a tellement en France. Et du coup moi j'ai eu plusieurs petites rencontres et une énorme rencontre, donc celle d'Amixem sur YouTube, qui fait que aujourd'hui ça me permet de faire des blagues à grande échelle, quoi. Mais ça aurait pu jamais arriver. J'ai ma copine de l'époque qui me dit qu'il y a un podcast avec Christelle Graillot. Elle me dit écoute-le, tu verras, elle dit un truc à un moment. Et je l'écoute et tout, et en fait la personne lui pose la question. Ça se trouve c'était ton podcast et tu te souviens plus que tu l'as reçu, hein, mais la personne pose la question. Pardon, la personne qui interviewe pose la question. Elle dit mais Christelle, quand vous comment vous repérez les talents, parce que vous en avez repéré énormément et tout, qu'est-ce qui se passe et tout? Et ben elle dit en fait quand je vois quelqu'un qui pour moi va briller, j'ai un feu en moi, ça me brûle quoi à l'intérieur et c'est inexplicable, et quand je vois un truc j'ai un feu en moi, et là je me dis mais c'est fou, parce que qu'on peut dire qu'elle a raison, Christelle, je veux dire, je veux pas faire le mec melon, mais je fais des zéniths aujourd'hui. Ouais. C'est incroyable, et c'est même un peu de l'ordre de l'intuition inexplicable. Tu vois, ceux qui ont ce talent certains voient les auras, d'autres les morts. Elle a un truc, quoi. Parce que pour moi, ce jour-là, à la minute 30, elle était sympathique, mais j'ai rien fait de spécialement fou. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu le dis aussi ça a pas trop ri, j'étais un peu l'un des nouveaux. Bon, je suis ressortie de là, je suis rentrée de ma pause déj. Pour toi, il s'est pas passé grand-chose, mais elle, ça lui a brûlé lui. Visiblement, ouais. Et tu vois ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait elle a raison, parce que je te dis quoi qu'il arrive, oui là maintenant, même si tout s'arrête aujourd'hui, j'aurais eu une vraie carrière d'humoriste, grosse carrière avec une vraie tournée. Donc
qu'en fait elle a ressenti le truc et tu vois le fait que les gens ont pari, il y a deux aspects. C'est je pense Christelle beaucoup dans l'analyse et je pense qu'il y avait un truc avec les gens qui travaillaient avec elle qui était si elle avait rigolé. On rigole. Il y aurait eu The King is Amused ouais. et tout le monde aurait rigolé, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y avait ce truc-là aussi. Mais elle était pas venue pour rigoler, ça c'est clair. Mais et en plus, je te dis ouais sur une 30 et tout, est-ce que c'était vraiment désopilant ce que j'ai fait, je sais pas. Mais elle a eu ce feu intérieur, ça me rend fou quoi. Ah ouais. Et ça veut dire que ça veut dire que tu vois par exemple c'est con, mais ce jour-là Paul il a pas gagné non plus. Et elle lui a dit viens passer l'audition des actes, tu vois donc c'est ça a dû te vraiment te retourner le cerveau d'écouter ce podcast-là et aussi parce qu'on a un destin. Un destin et te faire beaucoup de t'apaiser aussi sur le sujet en te disant c'était pas mon heure mais ouais. Ah c'était pas une coïncidence non plus. Peut-être que en fait j'aurais fait une carrière nulle. Enfin et puis des trucs comme ça en vrai avant que ça marche, j'en ai 4-5 des trucs comme ça. C'est juste que Canal est un des plus gros. Et puis c'est un nom qui fait rêver. C'est un nom qui fait rêver ouais. Et j'en rigole beaucoup avec eux parce que je suis copain avec eux maintenant. J'ai eu McFly et Carlito aussi qui m'ont repéré sur un truc et qui m'ont finalement pas pris. Ah la vache. Et on en rigole beaucoup parce que je suis devenu très pote avec eux et c'est trop marrant de se dire que c'est un autre youtubeur finalement. Donc t'as vite fait d'être découragé. Ça, encore une fois, en plus, on réinvente toujours notre histoire. Hein. C'est avec ma première partie, Vincent Coche, avec qui on parle beaucoup de ça dans la tournée. Parce que j'ai une première partie fixe et on philosophe énormément sur le boulot d'humoriste. Et on dit souvent qu'en interview, les gens ils disent, tu as dû l'avoir tout le temps dans la leçon, c'est au moment où je comptais arrêter, c'est là que ça a pété. En fait, c'est parce qu'on se réinvente une histoire, je pense. Ouais, j'ai même, alors je l'ai dans le podcast, mais aussi dans beaucoup d'interviews. Je regarde beaucoup d'interviews d'acteurs, grands acteurs américains, grands réalisateurs. Et c'est le cas d'énormément où ils se disaient ok je rentre dans mon état, je rentre au Minnesota, je vais changer de carrière, etc. Moi, ma théorie, c'est que c'est un moment où on est dans le lâcher prise. C'est aussi une question d'énergie où on lâche tellement prise en mode si c'est fait pour moi, ça le sera. Que tout d'un coup, il y a quelque chose qui revient à toi. Tu sais, c'est pas bête. Quand t'es trop forceur de ton destin, et je suis la première à pas l'appliquer, hein, mais c'est pas nécessairement là où ça marche le mieux. Je peux te donner un exemple. Hein. Avec plaisir. En gros, moi, par exemple, aujourd'hui, vu que moi, je suis donc avec Amixen, qui est un top 10 YouTube France, qui me met dans ses vidéos, je fais mes blagues, moi, il me donne un terrain de jeu, mais de malade pour moi. J'ai même pas à l'animer la vidéo, je dois juste puncher. En fait, je suis le Paul de Saint-Cernin de chez Amixen. Laisse tomber, c'est le job de mes rêves, que tu fais. Et quand j'ai vu que tu avais fait un cache-cache à Chambord, je me suis dit, il vit ma vie de rêve. Oui, je me doute que t'aimerais Chambord, je vois. Non, c'est pas Chambord. C'est le cache-cache. Ouais, je fais des cache-caches. À Maxime Maxence, que j'ai reçu la semaine. Ouais, dans le podcast. Vraiment, s'il vous plaît, si vous faites un laser game géant, est-ce qu'on peut m'inviter? Tu veux en être? Parce que déjà, je suis très forte. Ok. Et en plus, c'est ma vie et aucun de mes potes veut me suivre. Ouais, c'est vrai. Ah, t'es tout seul Ah on organise une guilde quand tu veux. Ah ouais, ce serait trop le feu. J'ai envie de créer une asso pour toi. Bah ouais, ok. Les amis de Pauline, tu sais, ça fait un peu petite cancéreuse. Les dernières volontés de Pauline. Oui, non, on va trouver un bon nom. Make a wish. Allez, stop. En plus, je vais pas le monter ce podcast, donc. Oui, il faut arrêter les conneries. Oui, donc t'as 3 ou 4 moments comme ça où effectivement, et t'en reparles d'ailleurs avec Paul de Saint-Cernin, où t'es là, ça va marcher. Donc il y a McFly et Carlito, ça marche pas. Des concours, j'ai un truc bête moi avec, je sais pas si t'étais là. Tu te souviens la première année où il y a eu le Paris Podcast Festival ou pas? Ouais, bien sûr. T'y étais toi ou pas? Moi, j'y étais pas. Bon, en fait, on me demande d'animer la cérémonie de clôture. Ok, alors c'était le truc à l'époque de tout jeune podcasteur, ça nous faisait rêver, on avait des paillettes plein les yeux, on était un peu en mode c'est notre canne à nous, quoi. C'est notre canne à nous, ouais. C'était donc un festival à Paris qui a voulu prendre le prix du podcast et il y avait plein de trucs, des podcasts en live, des remises de prix, etc. Il y avait les stars du podcast, les stars du podcast Bastille, venaient, exactement, c'est fou.
Et donc on me propose d'animer la cérémonie de clôture, donc moi je suis trop content. Je le fais et moi mon rêve à la base c'était quand même d'être animateur radio, c'est pour ça que j'ai fait du podcast, etc. Enfin j'avais rêve d'être humoriste, animateur radio, acteur de cinéma, bien sûr, et faire un laser tag, mec oui. Et du coup je fais ça. Et franchement, je suis trop heureux de ce que je fais. Je fais vraiment trop rire les gens parce qu'ils me connaissent pas. Il y a un ton un peu différent. Et là, il y a le chef des programmes de France Inter ou alors le mec qui s'occupe de placer les humoristes chez France Inter qui me voit. Il va voir le directeur du festival. Il lui dit, il est pas mal lui. Et du coup, je m'attends à être pris chez France Inter aussi, tu vois. Donc j'ai eu toujours des trucs comme ça et finalement non, j'ai pas été pris parce qu'en fait je pense que ce gars il aurait voulu revalider en allant voir mon spectacle. Je le jouais pas encore à Paris à l'époque. Et puis après t'as vu un gars que t'aimes bien mais t'oublies vite, tu vois. T'es en train de me rassurer de fou, mais je sais que tout le monde va être rassuré. Ça fait trop de bien d'entendre ce que tu dis parce que je te jure que il y a de quoi baisser les bras parce qu'au départ tu dis une fois ça marche pas, deux fois ça marche pas, t'es là, tu sais quoi, tout le monde doit en passer par là. En fait, au bout de la 6e fois où ça marche pas, tu commences à appeler ta mère, peut-être en pleurs. Ouais, puis tu vois. Ouais, puis je peux te rajouter un autre truc sur cette anecdote, c'est que je fais une perf qui pour moi est encore cool avec le temps, tu vois, et je sais qu'il y avait une caméra ce jour-là. Donc je demande à l'organisateur, je peux avoir le film, comme ça je vais le mettre sur les réseaux ou je sais plus où à l'époque. Et il me dit, je vais demander, et là il m'explique, non, c'était juste une caméra de reproduction, et donc ils l'ont pas filmé. Et là vraiment je suis hyper en colère parce que je me dis, j'ai fait ça. Puis c'était l'époque où je faisais encore des trucs pas payés. C'est ce que j'allais dire, gratuitement. Oui, je pense. Et je me souviens, mais par contre, ça a développé une partie de mon humour parce que, si tu veux, c'était une cérémonie de clôture hyper importante pour tous les gens qui étaient là. On y met l'importance qu'on avait, mais voilà. Et moi, très très vite, je parle juste de ma carte avantage SNCF et j'explique que je suis resté simple malgré ça. Et donc, je fais tout un truc là-dessus, trop long au lieu de parler de la cérémonie. Et moi, c'est un de mes trucs que je préfère faire, c'est ne pas parler de ce qu'on est en train de faire, tu vois. Ça plaît ou ça plaît pas, mais ceux qui me suivent me suivent. Tu vois ce que je veux dire? Ça, des gens peuvent se reconnaître là-dedans. Mais bref. Tout ça, ce que je disais juste avant, c'est donc je suis chez Amixem, je raccroche ce wagon-là, mais c'est que du coup je suis chez un gars qui est énorme et qui me donne cette carrière, qui me permet cette carrière. Il me dit toujours t'es trop reconnaissant Thomas, c'est grâce à tes blagues et tout, mais n'empêche qu'il m'a donné le perchoir parfait pour en faire. Ce qui fait que moi mon gros truc je l'ai eu assez naturellement avec ce gars et qu'en plus on est devenus très amis. Du coup ça fait que maintenant quand je croise des gens qui ont une certaine notoriété, un truc et tout, je me vends pas, je suis naturel et en fait ça m'ouvre tellement de portes, c'est un truc de fou par rapport à ce que tu disais juste avant. Je cherche tellement pas que ça crée des hyper intéressant. Liens, du coup t'es vraiment 100% toi-même. Il y a rien de plus lumineux que quelqu'un qui est 100% soi-même. Ouais. C'est très attirant. On a envie d'être pote avec des gens comme ça. Ça fait partie du charisme en fait. Ouais, c'est vrai. Donc tu me trouves charismatique, Pauline Grisoni? Laisse-moi terminer ma phrase. Ok. Je verrai après le laser tag. Ça marche. Oula, c'est pas là que je vais me défendre. Oh. Moi, je fais du laser dance, quand je fais des lasers. C'est quoi ça? En fait, je fais le laser game comme tout le monde. Ça fait des années que j'en ai pas fait. Et toi, t'es la cible? Non, je danse je tourne, je danse sur la musique. C'est de la musique souvent un peu ringue, quoi. Ouais, ça me fait rire de danser en tirant sur les gens. À Nantes, nous, c'est vraiment musique en mode Berghain. C'est vraiment, ça rigole pas, quoi. Tu sais, ton taux de stress augmente et tout. C'est un peu suspense. Ouais, ok. Peut-être que c'est comme ça. Génial. C'est marrant. Et j'en ai jamais fait à Paris. Et je me pose la question, est-ce que les décors ils sont aussi stylés et tout, parce qu'à Nantes c'est une sorte de ville fantôme zombie où il y a des carcasses de voitures et tout. C'est trop cool quoi, et je comprends pas que ce soit ringard. Voilà. C'est pas, je vais citer mon frère. Je suis colère. Mais une fois il m'a dit mon frère m'a dit je suis fan j'adore Kenji quoi, j'adore Kenji Girac et tout, et je lui dis mais passe dans le podcast de Pauline, parler de ton échec. Oui, parle de ça. Et il me dit, je lui dis mais c'est nul, arrête d'écouter ça, etc. Et il me fait d'accord, si tu veux j'arrête d'écouter, ça te fait plaisir si j'arrête d'écouter. Il me dit mais moi je kiffe, c'est con quand même, c'est con parce que vrai. Et je lui fais putain ouais t'as raison. Ouais. Donc en fait les trucs ringards qu'on aime il faut les assumer fort quoi. De ouf, fort. Grave. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces 5 leçons en une. C'était ouais, je parle beaucoup. Non mais c'est trop intéressant et surtout franchement, je te jure, si moi je le ressens, ça veut dire que les gens vont le ressentir. Tu remotives de fou. C'est cool. Ça donne trop envie de se défoncer et de se dire OK, il y a des moments c'est peut-être pas ton
timing, etc. C'est pas pour ça que c'est nul, ça t'a construit quoi qu'il arrive. Tous ces moments étaient quand même extrêmement positifs, même si c'est rien passé derrière. Et ouais, et ça rend la trajectoire passionnante. Et aussi, j'en suis sûre, t'es d'autant plus reconnaissant aujourd'hui parce que t'es passé par tout ça, quoi. Ouais, potentiellement, ouais. Tu vois? En peu de temps, en plus. Ouais, tu dis peu de temps parce qu'effectivement, dans le monde du podcast, ça a été assez rapide. Mais il fallait quand même vraiment avoir ce fameux feu dont elle parlait, cette Christelle, pour continuer parce que c'était il y a 7 ans, toi t'as percé autour de 2020, c'est ça? Juste avant juste après le confinement, on va dire. Mais tu te rends compte le nombre de personnes qui se seraient découragées, c'est que toi t'avais vraiment une passion et une évidence en toi, donc c'est à la fois rapide, ouais bien sûr dans l'ordre des choses, et à la fois long et je te trouve courageux dans le fait d'avoir continué, surtout en venant d'un job de bureau à la base. Ouais. Enfin, il y a de quoi par moment se dire mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc, c'est gentil, Pauline, bravo. ça me fait du bien tes mots. Je sais. Du bien. C'est aussi une leçon pour moi, une nouvelle. Voilà. Je sais, je vais te prescrire tes anxiolytiques comme chaque semaine après notre séance. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Pauline. Est-ce que tu peux me rappeler ta promo du moment? Oui, si tu veux, globalement, moi, dans mon métier, on parle beaucoup de ces réseaux sociaux, donc je m'appelle Thomas Deuzer sur les réseaux sociaux, donc Thomas et D-E-S-E-U-R, ou même Thomas.Deuzer sur certains, je ne sais plus. Je crois que c'est Thomas Deuzer attaché. Débrouillez-vous. Et après, là, je suis en fin de tournée de mon premier spectacle qui s'appelle Bien. Il me reste 2 dates. Globalement, il reste quasi plus de place, donc Grouillez-vous. Ouais, dépêchez-vous, mais ouais, ça sera peut-être même déjà trop tard. Non, mais là, il sera peut-être déjà trop tard. C'est la fin. C'est dur pour moi de faire une promo maintenant, mais je suis en train d'écrire le deuxième, ça c'est sûr. Je suis dessus, ouais, je suis dessus parce que j'ai envie de dire des choses, voilà. Et ça s'appellera mieux. Peut-être. En vrai, je sais pas encore. Je voulais appeler Super au début, et en fait, je sais que apparemment c'est le titre d'Hakim Gemini, donc je vais pas prendre le titre d'Hakim. Non. Donc, puis j'aime beaucoup Hakim en plus, donc non. Et non, je vais trouver un truc pour le titre, mais le plus important là, c'est le contenu. Et là, je suis dessus, quoi. Et après, plein de projets. Je vais d'ailleurs peut-être faire un projet pour Canal, là. Oh, arrête! Oh là là! Deuxième cliffhanger! Voilà. C'est un burn à ce stade. Ouais, c'est un peu ouf. Mais vraiment, en plus, autour du cinéma, en plus, voilà. Oh là là. Je peux rien dire encore. Non. On va pas se porter la choucoumoune. Non. Merci Thomas! Merci Pauline. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.